Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'info, c'est Territoire d'info avec un invité politique en direct sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Cyril. Oriane. Bonjour, et Patrice Moyon de Ouest France, le plus grand quotidien français. Merci d'être là, Patrice. Cette émission est diffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale toute la fin de la matinée. Les Indes radios sont nos partenaires, 130 radios indépendantes sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et TV5 Monde. Voilà, Jean-Christophe Lagarde et Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants des cultes. Il doit prononcer un discours sur la laïcité en janvier. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Doit-il clarifier sa vision de la laïcité ? Vous connaissez bien le sujet. Je ne crois pas que le président de la République ait à avoir une vision de la laïcité. La laïcité, c'est la loi de la République, c'est un de ses principes de vie en commun, qui dit grosso modo, pour faire simple, que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, de croire ce qu'il veut ou de ne pas croire, de pratiquer son culte, d'être protégé pour le faire, et dans le même temps, puisque c'est la mode, de ne pas imposer cette croyance aux autres, de ne pas perturber l'ordre public, de ne pas... faire de prosélytisme. Voilà. Et c'est ce qui permet, depuis maintenant plus d'un siècle, à la France d'avoir une spécificité qui garantit la neutralité de l'espace public, de la fonction publique, et qui renvoie au domaine privé, de la vie privée, tout ce qui relève de la croyance intime. Ses prédécesseurs ont été dans ce sens-là, ses prédécesseurs tous ? Non, pas toujours. Mais je ne pense pas que le président de la République ait à interpréter la loi. C'est la loi, c'est celle. Alors, est-ce qu'il faut qu'il la réaffirme ? Est-ce qu'il faut que, alors qu'on connaît des difficultés face à la laïcité, lorsque, notamment chez les intégristes musulmans, il y a volonté de tester, voire de rompre avec la laïcité à la française, ou lorsque M. Wauquiez, M. Ménard, des élus de la République, rompent aussi avec la laïcité et cherchent, par des biais ou affirmés ou détournés, à poser des crèches de Noël, qui sont au demeurant fort sympathiques et dans la tradition de notre pays, mais qui n'ont rien à faire dans un bâtiment public, comme d'ailleurs l'a rappelé, je crois, le Conseil d'État, eh bien, pour dire les choses concrètement, elle est testée par les intégristes de notre pays. Certains sont des intégristes religieux, d'autres sont des intégristes politiques. Est-ce que vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, est-ce que dans votre département, vous assistez à une montée de l'intolérance, à des crispations autour de ces questions de laïcité, de religion ? Je ne qualifierais pas ça d'une montée. Il y a de plus en plus de gens, là pour le compte ça concerne les intégristes musulmans, qui veulent affirmer leur religion et qui viennent tester. Monter en nombre, oui. Est-ce qu'il y a des tensions pour autant ? Aujourd'hui, je vous dirais que non. Est-ce que la République doit résister à ces tentatives de revendication religieuse dans l'espace public, dans le fonctionnement des institutions ou le fonctionnement des services publics, bien sûr. On va passer à un autre sujet, Jean-Christophe Lagarde. Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi immigration, asile. Pardon, je voudrais juste rajouter une phrase. La République doit d'autant plus le faire, et ça le président de la République pourrait le dire, pour protéger les musulmans eux-mêmes. 90-95%, je ne sais pas, des musulmans respectent parfaitement la laïcité. Ils ont leurs croyances, ils ont leurs pratiques religieuses, et puis ils se demandent d'ailleurs eux-mêmes à être protégés contre les intégristes. Et là, effectivement, il y a peut-être besoin de réaffirmation de la République. Alors, le projet de loi immigration-asile, dont le gouvernement a dévoilé les grandes lignes, réduction des délais de traitement des demandes d'asile, allongement de la durée légale de rétention dans les centres. Est-ce que pour vous, ces premières mesures vont dans le bon sens ? Écoutez, je vois une polémique naître dans la majorité. Et j'espère que cette majorité va savoir aborder ces sujets-là sans doctrine excessive. Concrètement, ce que propose Gérard Collomb me paraît pour l'essentiel de bon sens, pour dire les choses, et je suis prêt à le soutenir. Pourquoi ? Il y a des dysfonctionnements. D'ailleurs, notre groupe UDI, Agir et Indépendants, a fait adopter à l'Assemblée nationale, dans sa niche parlementaire, une proposition de loi visant à améliorer la lecture du droit d'asile parce qu'il y a un trou juridique. Et moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on ne confonde pas deux choses. Il y a des gens qui rencontrent des difficultés économiques, des difficultés sociales, des difficultés à vivre dans leur pays. Ces gens-là aspirent à vivre dans ce qu'ils perçoivent comme un Eldorado, l'Europe, la France notamment. Ces gens-là, nous ne pouvons pas les accueillir. Nous ne pouvons pas les accueillir parce que la situation économique et sociale de la France ne le permet pas. Et puis, il y a des gens qui vivent dans leur pays un danger grave, imminent, de par la guerre, de par la répression politique. Et ça, ce sont des demandeurs d'asile.
Et ces demandeurs d'asile, notre devoir est de les accueillir. C'est notre tradition, mais c'est notre devoir de France. D'ailleurs, la France, quand elle est regardée dans le monde, elle est regardée comme le pays qui a porté le droit d'asile pour protéger les gens qui étaient opprimés ou en danger de mort. Et on ne peut pas tourner le dos à ces gens-là. Je l'ai déjà dit, je l'ai même écrit. Je veux simplement dire une chose, et c'est pour ça que je suis prêt à soutenir la logique de M. Collomb. C'est qu'on ne peut pas, du coup, traiter tous ceux qui arrivent comme des demandeurs d'asile. Parce qu'il y a les demandeurs d'asile, on doit les accueillir. Mais si vous accueillez tout le monde, vous tuez l'asile. Vous tuez le droit d'asile. Et moi, je défends le droit d'asile, ce qui veut dire qu'on a la possibilité de dire oui, et on a la possibilité de dire non. Et quand on dit non, il faut être sérieux, il faut raccompagner les gens chez eux. Jean-Christophe Lagarde, Jacques Toubon, le défenseur des droits, dit lui-même qu'il faut sortir de cette politique arc-boutée sur les flux migratoires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, là encore, ce n'est pas un flux migratoire, le demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est en danger de mort. Vous ne le considérez pas comme une statistique. Et on est en capacité, y compris quand il y a eu, avec la guerre en Syrie et la guerre en Irak, les choses vont sans doute permettre le retour d'un certain nombre de populations qui ont fui au péril de leur vie à travers la Méditerranée, avec des milliers de morts qu'on n'a jamais regardés, parce qu'on ne les voyait pas à la télé, parce qu'on ne pouvait pas les filmer. Bon... y compris dans cette période-là. Moi, j'avais fait une proposition. Vous savez, en France, rentrent légalement à peu près 200 000 personnes chaque année. Il y avait 90 000 à peu près personnes qui l'étaient au titre de regroupement familial. C'était moins urgent que des gens en danger de mort. Et on pouvait parfaitement le faire, sans flux, sans terroriser la population. Et très franchement, pour m'être rendu en Allemagne il n'y a pas très longtemps, ils ont accueilli beaucoup plus de monde que nous et ne connaissent pas les difficultés des campements sauvages qu'on connaît chez nous. Alors, il y a sans doute façon de gérer les choses plus intelligemment et de façon plus efficace. Pour terminer, je répète, il faut défendre le droit d'asile. Et défendre le droit d'asile, c'est aussi avoir le courage de dire que quelqu'un qui arrive... Je ne veux pas stigmatiser des pays, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, n'est pas en danger chez lui. Et donc, il n'y a pas de raison de le traiter de la même façon que celui qui est en danger de mort chez lui. Jean-Christophe Lagarde, on va passer à l'actualité chargée concernant l'Union européenne. On va commencer par la Pologne. La Commission européenne a déclenché une procédure inédite contre Varsovie, accusée de violer l'état de droit avec sa réforme judiciaire. Cette procédure inédite peut entraîner de lourdes sanctions contre la Pologne. Est-ce que la Commission européenne a eu la bonne réaction selon vous ? Je pense que oui, soyons clairs. L'Union européenne, c'est évidemment un certain nombre d'accords économiques, mais c'est d'abord un ensemble de valeurs. On ne peut pas vivre ensemble dans un espace partagé si on ne partage pas les valeurs fondamentales. Parmi lesquelles, celles que la France a portées au sommet du monde, si j'ose dire, de liberté, d'égalité. Et il y a des règles dans l'Union européenne qui disent que, grosso modo, une dictature ou un État qui ne garantit pas l'état de droit ne peut pas être dans l'Union européenne. La Pologne subit une dérive inquiétante et vote des lois, notamment sur l'indépendance de la magistrature ou sur la dépendance de sa magistrature à l'égard du pouvoir, qui est inquiétante. Et donc il est normal que l'Union européenne, c'est-à-dire, c'est pas Bruxelles, parce que ça c'est le fantasme qu'on agite toujours, il est normal que les 27 autres pays disent attention. Là, vous êtes en train de sortir de ce que nous considérons la garantie des droits de l'homme dans votre pays. Et c'est important, il y a des Français qui vivent en Pologne, il y a des Allemands qui vivent en Pologne. Ils doivent avoir leurs droits garantis. Et si la justice polonaise, demain, n'est plus indépendante, ces gens-là, ce sont leurs droits fondamentaux qui seront atteints. Le président polonais fait la sourde oreille, il a entamé sa réforme judiciaire, il a promulgué hier 2 lois. Est-ce que c'est de la provocation et comment doit répondre Bruxelles ? Eh bien, je pense qu'il faut à la fois mettre la pression et maintenir le dialogue. Vous savez, la Pologne n'a pas grand intérêt à sortir de l'Union européenne. Elle se retrouvera en face à face avec la Russie. Je pense que c'est sa phobie. Mais vous savez aussi qu'il faut l'unanimité pour que les sanctions soient effectives. Et donc la Hongrie a déjà dit qu'elle soutiendrait la Pologne. Oui, mais ça n'empêche pas d'augmenter la pression. Et vous savez, la Hongrie est sans doute le pays le plus inquiétant sur la vision qu'il a des droits de l'homme. Mais c'est une discussion qui, à mon avis, aura lieu bien sûr dans les prochaines semaines, mais aura lieu dans les prochaines années. Il y a un tournant de certains pays d'Europe centrale qui a été pris, qui est objectivement inquiétant. Alors, l'Autriche, puisque 3 ministères régaliens sont revenus à l'extrême droite. L'Autriche prendra la présidence de l'Union européenne au mois de juillet. Là, l'Union européenne reste sans réaction. Est-ce que vous le déplorez ? Je ne le déplore pas, je vais vous dire pourquoi. L'Autriche vient de voter. Elle s'est dotée d'une majorité. Cette majorité est entre un parti de droite conservatrice et d'extrême droite. Je le regrette,
Et je trouve cette orientation politique déplorable. Mais enfin, c'est pas à moi, Français, aux dirigeants politiques français, de dire aux Autrichiens ce qu'ils doivent voter et comment ils doivent faire. Et donc la question, c'est que malheureusement, ce gouvernement, malheureusement c'est mon opinion politique, est là, mais on doit respecter le choix des Autrichiens. À l'inverse, on doit mettre l'Autriche sous surveillance. Quand le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères sont issus du parti d'extrême droite, là encore, comme pour la Pologne, on doit exercer une très grande vigilance sur les lois qui seront votées par cette nouvelle coalition et ce nouveau Premier ministre. La Catalogne. La Catalogne. Alors, la Catalogne, aujourd'hui, les Catalans élisent leur nouveau Parlement. Est-ce que, selon vous, ce vote mettra fin à la crise avec Madrid ? Je n'en sais rien, le vote est en cours, je ne vais pas commenter le résultat d'un vote qui n'aura pas lieu. Les sondages semblent dire qu'il n'y aura pas de majorité indépendantiste, mais pas de majorité du tout, ce soir en Catalogne. Moi, je veux répéter ce que j'avais dit sur votre plateau, pardon. La crise en Catalogne, elle ne va pas se régler seulement par un vote. Elle doit se régler par la discussion. Vous avez deux solutions. Si ce soir, il n'y a pas de majorité, ça veut dire que c'est un peu le chaos. Et de ce chaos peut naître effectivement un effondrement. Il y a déjà 3000 entreprises qui sont parties de Catalogne pour aller en Espagne, où elle peut naître le dialogue. Et si M. Rajoy, dont le parti fera manifestement un score très faible dans cette région, et si les indépendantistes ne se mettent pas autour de la table, il n'y aura pas de solution en Catalogne. Et pour le dire, j'avais rencontré M. Puigdemont il y a 2 ans, je crois. J'avais plus eu le sentiment qu'il voulait au moins progresser sur l'autonomie de la Catalogne, plus que d'en obtenir l'indépendance. Puis il y a une chose qui me frappe, que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que finalement, que ce soit les Catalans qui veulent être indépendants ou les Espagnols, les deux, ils ont un objectif et une obsession, c'est être et rester dans l'Europe. Je trouve que c'est une leçon pour tous ceux qui nous disent que la solution, c'est toujours la sortie de l'Europe. Mais justement, quand on voit ce qui se passe, on vient d'évoquer quelques sujets dans l'Union européenne, est-ce que vous redoutez, vous, une vague populiste lors des prochaines élections européennes en mai 2019 ? Moi, je ne redoute rien. Ce que je veux simplement, c'est que l'Europe se réforme et se transforme. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est souvent tentaculaire et elle touche de façon assez impuissante à des objets ou à des sujets qui ne la concernent pas, où elle n'est pas efficace. Et là où elle devrait être efficace, elle n'est pas présente. Quand je milite pour un FBI européen et pour un parquet européen, c'est pour pouvoir poursuivre les grands trafiquants qui se jouent des frontières. Que vous en mettiez ou pas, de toute façon, ils passent à travers. Il n'y a que les policiers et les juges qui s'arrêtent aux frontières. Moi, je veux qu'ils puissent traverser les frontières pour poursuivre ces gens qui menacent notre sécurité. Mais il va y avoir un parquet national terroriste. Pardon ? Il va y avoir un parquet national antiterroriste. Et donc, quand vous avez Salah Abdeslam qui franchit la frontière belge, le parquet national terroriste, il s'arrête à la frontière belge. Moi, je ne veux pas qu'il s'arrête à la frontière belge. Je veux que le parquet et les policiers traversent la frontière et qu'il aille l'arrêter. Je veux qu'on sache que ce monsieur était dangereux et connu en Belgique avant. Mais vous êtes pour ce parquet national antiterroriste ? Oui, je trouve que c'est une bonne initiative. Objectivement, le parquet de Paris a remarquablement fait le travail depuis des années, mais qu'étant donné les enjeux que nous avons face au terrorisme, on est un parquet spécialisé, etc. Mais je répète, le terrorisme, on le dit, on le sait, il est international, il est transfrontalier, et donc il faut bien que les policiers et les magistrats, ça me paraît de bon sens. Monsieur Macron n'a pas porté cette idée devant les instances européennes, j'invite à le faire. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, notre invité, on va parler de votre parti politique, Jean-Christophe Lagarde. Comment va-t-il ? Parce que le nouveau centre s'est affranchi de l'UDI, les radicaux valoisiens l'ont quitté la semaine dernière pour se réunifier avec le PRG, voilà. L'UDI, est-ce qu'elle est en voie d'extinction ? Est-ce qu'elle est en voie d'implosion, du coup ? D'abord, pour dire les choses, non pas sur les micro-partis, mais le centre a vécu une année politique assez difficile, il ne faut pas raconter d'histoire. D'abord parce que la composition de l'UDI, qui était faite de plusieurs micro-partis rassemblés, a conduit, par concurrence interne essentiellement, à nous empêcher d'avoir à la fois notre autonomie et notre indépendance. Et le mode de scrutin obligeant à des alliances, on s'est retrouvé dans une situation... Donc vous reconnaissez un problème ? Mais bien sûr qu'il y avait un problème. Il faudrait vraiment se moquer du monde pour dire qu'il n'y avait pas de problème. Après, vous avez une tradition de certains chefs ou sous-chefs dans le centre qui est toujours de vouloir se réduire à la portion la plus petite possible. Bon. Pensez à qui ? Pensez à qui ? Hervé Morin. Parce que c'est Hervé Morin ? Une tradition, ça c'est vous aimez opposer les gens. Alors, c'est pas nous. Hervé Morin qui a parlé de l'UDI ce week-end, juste comme d'une formation politique dont l'expression est quasi inexistante. Non, mais est-ce que je peux terminer ma réponse, sinon je ne sers à rien ici. Allez-y. Et donc, parce que c'est transgénérationnel, c'est pas la première génération à qui ça arrive. C'est une chose simple pour moi. Quand on a, avec Jean-Louis Borloo, créé l'UDI, on a montré que le rassemblement nous permettait de peser sur la vie politique
et que la dispersion ne le permettait pas. Que certains décident de s'isoler et de se réduire à la puissance. Je ne peux que le regretter. Mais comment vous allez Je le faire dis clairement. une fois que vous avez dit ça, une fois le constat? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je constate juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter les radicaux pour rester à l'UDI et beaucoup de gens qui sont en train de quitter M. Morin pour rester à l'UDI. Et donc, je regrette évidemment qu'il fasse ces choix-là, mais je me réjouis d'une chose, c'est que ça va permettre à la fois d'unifier, d'homogénéiser et de pacifier notre formation politique. Ça nous rendra plus efficaces et ça nous permettra de mieux assumer notre indépendance. Patrice Moyon. En Marche occupe tout l'espace central. Alors, quelle place reste pour un mouvement comme le vôtre? Pardon, mais vous décrétez qu'En Marche occupe tout l'espace central et lui, il occupe la droite, la gauche et le centre aussi. Enfin, pardon de vous dire qu'une formation politique, ça porte un certain nombre de valeurs. Ce que nous portons demeure et nous continuons à le porter. Nous voulons, première chose, et je l'évoquais tout à l'heure, une fédération européenne qui permette, pour le compte, de nous protéger de la mondialisation et de ses dangers. Nous voulons une société qui soit à la fois, sur le plan économique, de liberté et d'initiative, mais qui assume sa responsabilité sociale. Pour l'instant, la responsabilité sociale, depuis les débuts du gouvernement, je ne l'ai pas vue. Troisième chose, nous voulons mettre le paquet dans l'éducation nationale, et là-dessus, le gouvernement, je crois, fait le job, pour que l'école redevienne républicaine, qu'elle soit un ascenseur social, qu'elle cesse de reproduire les élites comme elle reproduit d'ailleurs les exclus. Nous voulons qu'on puisse assumer la transformation environnementale, la transformation écologique de notre société. Et je vais même vous dire une chose, on voit bien le débat, vous l'aviez tout à l'heure sur votre antenne, entre les partisans de l'économie d'hier, dans le Nouveau Monde, et ceux de l'économie de demain. Et M. Hulot, il est souvent un peu tiraillé, un peu en difficulté. Sur l'agriculture notamment. Et tout ce que nous portons, a-t-il disparu par l'élection d'Emmanuel Macron? La réponse est non. La réponse est que nous allons continuer à porter nos idées sans doute, grâce à cette indépendance et cette unification devenue possible, en faisant en sorte qu'on ait des attitudes politiques différentes. Moi, j'assume totalement tous les points d'accord que j'ai avec M. Macron. J'assume parfaitement d'être d'accord avec la politique sur l'éducation, d'être d'accord avec la loi sur le travail, d'être d'accord avec une grande partie de ce qu'il dit sur l'Europe. Et j'assume tout autant, comme n'importe quel Français a le droit de le faire, d'être en désaccord avec l'augmentation de la CSG parce que je pense que c'est une erreur majeure. Mais les constructifs disent comme vous. D'être en désaccord avec la réforme de la taxe d'habitation parce que la bonne réforme, c'était de fusionner les deux impôts locaux, taxes foncières et taxes d'habitation, et de les mettre sous condition de ressources. Et d'être en désaccord avec sa vision des territoires. D'être en désaccord avec sa politique. Mais les constructifs disent d'être en comme désaccord vous. avec la politique du logement. D'être en désaccord avec la politique du logement parce que je pense qu'ils commettent là de graves erreurs, que ce soit sur le logement social d'ailleurs ou la production de logements privés. Et donc, vous voyez, comme n'importe quel Français, on peut être en accord et en désaccord. Et vous voyez bien qu'on a toute notre place pour exprimer. Mais les constructifs disent comme vous. Comment trouver un espace politique? D'abord, les constructifs, ça n'existe pas. Je vous ferai remarquer que nous avons un groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle UDI, Agir et Indépendant. Et il y a donc des gens de droite qui ont été obligés de quitter LR par la dérive droitière que ce parti a enclenché. Un parti qui est présidé par mon ami Franck Riester. Et il se trouve que ces gens-là ont une attitude politique assez proche de nous. Mais sur un certain nombre de sujets, ils viennent plutôt d'une tradition de droite. Vos deux partis pourraient se retrouver. Nous, on représente en l'occurrence le centre et la droite progressiste. Alors, vous parliez de cette recomposition du centre. Fin septembre, vous êtes tendu la main mutuellement avec François Bayrou, qui disait qu'à partir de l'UDI, il souhaitait construire une force politique nouvelle rassemblant le centre et la droite progressiste. Où en êtes-vous depuis? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? C'est la dernière question. J'ai pas eu de contact avec François Bayrou, mais je vais vous dire les choses différemment. On a une tradition commune et même une histoire commune. Il y a une différence qui demeure. Nous avons aujourd'hui une force politique indépendante et qui est décidée à assumer son indépendance. François Bayrou n'est pas dans cette situation. Il fait partie d'une alliance et il est lié à cette alliance. Jean-Christophe Lagarde, c'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Vous souhaitez quoi au président de la République à titre personnel? J'ai rien à lui souhaiter à titre personnel parce que je ne suis pas un de ses proches. Bon anniversaire comme à tout le monde, mais enfin c'est d'une banalité. Je veux juste vous dire une chose. Je trouve assez curieux dans une république, qu'on se soucie tant d'un événement privé qui est parfaitement respectable et qui le concerne. Dans une monarchie, chez la reine d'Angleterre, son anniversaire, c'est un événement. Dans une république, je pense que ça devrait être quelque chose qui reste du domaine privé et qui ne nous prenne pas une minute d'antenne où on aurait pu parler d'idées. On a pris exactement 10 secondes. Merci Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invité politique de cette matinale d'info. Dans un instant, c'est le débrief de vos propos. Merci Patrice Moyon de Ouest France, Oriane Mancini de Public Sénat.
Voilà, je réaccueille sur ce plateau pour débriefer l'invité politique qui était il y a un instant sur ce plateau, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, Thierry Dupont de l'Express, bonjour, merci d'être revenu, et Olivier Allemand, notre spécialiste des questions agricoles. Alors on démarre tout de suite, si vous voulez bien, par ce que le président de l'UDI cherche à incarner politiquement. Alors, est-ce que vous avez compris que le centre, donc, ne voyait pas l'élection d'Emmanuel Macron comme une mauvaise chose, en même temps qu'ils essayaient tout de même de récupérer la partie des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui se sentent centristes. En même temps, il y a les reconstructifs au milieu qui ont à peu près le même positionnement. Et puis des micro-partis, comme il dit, qui quittent l'UDI. Donc il a un positionnement devenu compliqué, Jean-Christophe Lagarde, Thierry Dupont. Oui, oui, mais le centre a toujours été compliqué. Le centre a toujours servi de force d'appoint, enfin, en tout cas depuis la naissance de la Ve République. Donc, alors qu'auparavant, la Quatrième République, il était le point central de la politique française. Depuis la Ve République, il est plutôt une force d'appoint, c'est-à-dire qu'il bascule une fois à gauche, une fois à droite. Oui, mais là, il n'y a pas besoin de majorité d'appoint au Parlement, donc c'est problématique. Non, mais Jean-Christophe Lagarde l'expliquait, il a des convergences avec Emmanuel Macron. Et il a aussi des divergences, et il les assume. Donc, Mais pour en faire quoi, Olivier ? Non, mais moi je crois que justement, ils ont justement un problème pour exister, parce qu'effectivement, sur les fonctions régaliennes de l'État, ils sont plutôt d'accord avec la République En Marche MoDem, parce qu'il faut là aussi pas oublier que c'est quand même une coalition avec le MoDem, donc finalement, ils ont un peu d'espace. Et alors, ce qui est assez intéressant dans ce que vient de dire Jean-Christophe Lagarde, c'est que c'est finalement sur les questions sociales qu'ils veulent essayer de se démarquer, parce qu'il a parlé de politique du logement, il a parlé également de la réforme de la taxe d'habitation sur lesquelles il était contre, et de la CSG, alors que c'est réellement et fondamentalement plutôt des valeurs de gauche sur lesquelles ils sont pas d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a une recomposition du positionnement qui est assez étonnant. Il y a un électorat centriste qui a voté pour Emmanuel Macron au présidentiel, ce que je disais à Thierry Dupont. Mais évidemment. Il continuera de soutenir Emmanuel Macron, ou il viendra épouser les idées du parti de Jean-Christophe Lagarde? Non, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est 2019 et les élections européennes pour eux. Et la vision, en tout cas européenne, à la fois du parti de l'UD, à la fois du MoDem et à la fois de la République En Marche, est la même. Il n'y a pas beaucoup de centres au fond, Thierry Dupont, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il n'y a pas de nombreux centres, j'allais dire? oui, mais ça fait des décennies que ça existe. C'est vrai que, comme il le disait, il y a une tendance chez les centristes, et notamment chez leurs élus et chez leurs chefs, à vouloir toujours avoir la plus petite chapelle, mais pour être maître de sa chapelle. Donc voilà, la création de l'UDI, il l'a rappelé avec Jean-Louis Borloo notamment, c'était justement d'essayer de fédérer ces chapelles pour essayer de peser. Mais jusqu'à présent, effectivement, ils étaient soit les alliés de l'UMP, et l'UMP les traitait un peu en vassaux. Et là, aujourd'hui, tout l'espace central a été... Pas tout, mais en tout cas une bonne partie de l'espace central a été préemptée par Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a une question de leadership aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parlait de l'UDI de Jean-Louis Borloo, finalement, Jean-Louis Borloo avait son leadership. Aujourd'hui, à l'UDI, il y a eu plusieurs petits leaderships. C'est vrai qu'on a parlé de Morin tout à l'heure, on a parlé d'Yves Gégaud aussi, qui en son temps a essayé d'avoir le leadership sur cette famille-là. Bon, c'est Jean-Christophe Lagarde qui l'a aujourd'hui, mais finalement, il n'y a pas de grosse personnalité qui a émané de ce parti-là. Il y a une rivalité historique entre Hervé Morin et Jean-Christophe Lagarde. Qu'on a bien compris sur ce plateau tout à l'heure. Sur la laïcité, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, Jean-Christophe Lagarde. Vous avez vu qu'il a fait un parallèle entre Laurent Wauquiez et Robert Ménard sur les affaires à la fois de crèches et d'exposition sur les santons dans des bâtiments publics, municipaux pour l'un. Oui, c'était pour montrer qu'il y a d'un côté les intégristes religieux et de l'autre côté les intégristes politiques. Des gens qui cherchent à déséquilibrer la vision de la laïcité. Je rappelle quand même que les Républicains étaient un allié de l'UDI jusqu'à il y a très très peu de temps. Mais c'est ce qui marque là aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde. C'est de dire vraiment, jamais on ne va s'associer avec une droite qui est un peu plus dure, une droite qui migre un petit peu sur des idées... Incarnées par Laurent Wauquiez. Incarnées par Laurent Wauquiez, mais ça il a été très clair dans ses propos dès le jour de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Ils ne feront jamais alliance tant que Laurent Wauquiez sera à sa tête. Thierry Dupont. Oui, en tout cas, tant que Laurent Wauquiez défendra cette ligne strictement identitaire
qui est aujourd'hui le vecteur de leur Wauquiez, puisque sur les questions économiques, il est assez gêné. Donc du coup, Wauquiez a totalement s'est repositionné sur les questions identitaires, et ce n'est pas la tasse de thé de Jean-Christophe Lagarde. Et une vision souverainiste de l'Europe aussi. Sur la vision européenne, il y a vraiment un on l'a vu, réel. sur la Pologne, sur l'Autriche, sur tout ça. Au fond, il est tout de même sur les fondamentaux centristes de manière très forte, Jean-Christophe Lagarde. Oui. C'est là-dessus qu'il veut exister politiquement, en tout cas. Mais notamment sur l'Europe, parce qu'il est aussi pour un parlement, un parquet européen, là aussi, de justice. On en a parlé un peu tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on a vraiment cette dimension européenne qui est la colonne vertébrale, en tout cas, du centrisme. Il a raison de dire que l'Europe, aujourd'hui, est souvent décriée, parce qu'elle est présente, et parfois trop présente sur certains domaines où elle n'a pas vocation à régir le quotidien des habitants de tous les pays, et en même temps sur des choses assez concrètes comme la création d'une police judiciaire transnationale. Ça fait des années que ces discussions achoppent, donc voilà. Médiatiquement, le centre a besoin de nouveaux visages un peu. Est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron soit arrivé au pouvoir, que ces nouveaux visages soient présents dans les médias, est-ce que le centre n'a pas un problème de ce côté-là ? Rapidement. Oui, moi je parle de problème de leadership de toute façon, et effectivement de régénération de ces figures. Après, c'est vrai que comme l'élection d'Emmanuel Macron avec tous les députés La République En Marche, on voit aussi le pendant de ça, c'est-à-dire que finalement il y a aussi un manque d'incarnation par rapport à ça. L'incarnation, elle a été faite pendant des années par François Bayrou, dont Jean-Christophe Lagarde était l'un des porte-parole en 2007. Ils ont rompu lorsque François Bayrou a refusé de faire alliance avec Nicolas Sarkozy, tandis que Jean-Christophe Lagarde lui basculait du côté de l'alliance avec l'UMP. Voilà. Merci Thierry Dupont de l'Express. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci beaucoup Olivier Alban. Merci à vous. Belle fête à vous. Merci. Aussi, on se retrouve demain. On n'a pas fini nous. On va passer aux Apmondes, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir sur l'actualité dans le monde avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde ce Zapmonde ensemble. Il s'est fendu pour l'occasion d'un message Twitter animé. Donald Trump, fier de son cadeau de Noël, fier au point d'organiser une fête à la Maison-Blanche et de pouvoir concrétiser enfin son fameux slogan. Oui, nous sommes en train de rendre à l'Amérique sa grandeur. Parvenant à rassembler derrière lui la majorité républicaine, le président américain a enfin pu imposer une première grande réforme depuis le début de son mandat. Adoptée mardi soir à la Chambre des représentants, cette réforme fait grincer des dents chez les démocrates. Ils nous disent que c'est un cadeau de Noël. Mais vous savez ce qu'ils vont en faire ? Une terrible dette de Noël, et ils vont ajouter 2,3 milliards de dollars à la dette fédérale. Joyeux Noël. Il n'a pas vraiment accepté la sanction européenne, le président polonais, qui accuse Bruxelles de mentir quand elle affirme que les réformes judiciaires en cours à Varsovie vont contre l'état de droit. La sanction qui déplaît tant à la Pologne est tombée quelques heures plus tôt ce mercredi. Craignant pour la survie de l'état de droit en Pologne, la Commission européenne a ainsi activé pour la première fois son article 7, véritable arme nucléaire de l'Union qui pourrait empêcher la Pologne de participer au prochain vote. Carles Puigdemont salue ses militants par écran interposé. La foule acclame celui qu'elle voit toujours comme son président. Destitué par Madrid, l'ancien président de la Catalogne aura fait toute sa campagne réfugié à Bruxelles. Une Andalouse, présidente de la Catalogne. Les sondages ne l'excluent pas. Inés Arrimadas est la candidate du parti Ciudadanos. Buenos días a todos. Il y a des vacances dans l'air. À pareille date l'an dernier, Justin Trudeau se préparait à un séjour d'une semaine sur l'île privée de l'Agakhan. 1 an plus tard, le premier ministre subit encore les conséquences de cette décision. Je prends la responsabilité pour ce qui n'a pas été fait. Je l'assume. Cette histoire l'a suivi toute l'année. Après une enquête qui aura duré des mois, Marie Dawson conclut que Justin Trudeau a enfreint la loi. Jamais encore un premier ministre en fonction n'avait été blâmé de la sorte. Voilà l'excellent Zap Monde de TV5 Monde. Merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée.